Ok, bon, donc on va commencer cette présentation. Eh bien, tout d'abord, je suis extrêmement ravi d'accueillir dans les murs de la préfabrique de l'innovation Pierre Lévy, qui est professeur associé à l'université d'Eindhoven, l'université technologique d'Eindhoven. Et donc, je suis très ravi de l'accueillir d'une part parce que c'est un ami. Et ce n'est pas rien, hein, déjà, voilà, donc je suis déjà ravi que tu aies accepté de venir, d'autant plus que Pierre Lévy est quelqu'un de très connu dans le monde du design d'interaction et en particulier du Kansei Design, puisque tu es l'un des représentants européens en fait, et même le président élu du groupe européen du Kansei Design en Europe. Et tu as fait aussi une thèse en sciences du Kansei au Japon, que tu parles quasiment couramment, en plus de l'anglais, du néerlandais, du français bien sûr, mais aussi des multiples langues que tu parles, donc à l'international. Et donc ça fait sens aussi de t'accueillir dans les murs de la préfabrique de l'innovation, parce que c'est un lieu aussi qui a été initié par l'Université de Lyon dans le cadre de la Commu avec l'Université de Saint-Étienne pour précisément promouvoir l'interdisciplinarité et les formes nouvelles en fait d'innovation et qui sont évidemment associées au design dans le contexte stéphanois. Et ça fait également écho en fait à ce que nous on a essayé d'initier aussi au niveau de ce quartier, c'est-à-dire le travail pluridisciplinaire entre des cohortes d'étudiants qui viennent des étudiants en communication, de IRAM, donc l'Institut Rhône-Alpes Média, qui se situe à quelques encablures d'ici, des étudiants de l'ESADS, qui sont des étudiants aussi en design, et enfin des étudiants de Télécom Saint-Étienne, qui sont des étudiants ingénieurs. Et donc l'idée, c'est évidemment, on a organisé un workshop pluridisciplinaire, c'était de mutualiser en fait l'ensemble de ces compétences dans une perspective d'innovation, d'usage, sur en particulier le dernier workshop qu'on a fait, c'était sur la lumière. Mais je sais que parmi les exemples que tu as mobilisés, il y a aussi des exemples qui vont faire écho aussi à ce travail. Donc voilà, je ne vais pas en dire plus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement jusqu'à Saint-Étienne, sachant que ton agenda est très 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 plein. Et puis, je te donne la parole pour nous présenter les perspectives en design d'interaction et en Kansei Design. Merci beaucoup. Merci. C'est un plaisir d'être Étienne, effectivement, et je suis très content d'avoir eu l'occasion, qu'on m'ait donné l'occasion de venir visiter le fameux endroit. Merci. J'ai pas trop l'habitude de présenter en français, donc parfois je vais chercher mes mots, etc. Vous inquiétez pas, ça arrive de temps en temps, ça peut mettre un peu de temps, mais je vais y arriver. Voilà, moi je pense que Fabien m'a déjà présenté, donc je vais pas renouveler la chose. J'ai eu un parcours assez changeant, où j'ai fait d'abord de génie mécanique à Compiègne, et ensuite je me suis retrouvé dans un labo de sciences cognitives et de design en Kansei Science, où on regardait en fait comment les sciences cognitives peuvent aider, les outils en sciences cognitives peuvent aider à mesurer l'activité et l'aspect affectif d'une activité en direct, parce qu'on peut utiliser beaucoup d'outils, questionnaires, etc. pour voir ce qui s'est passé après, mais ce qu'on essayait, c'est d'arriver au plus près temporellement, au plus près de l'activité d'interaction. Et ensuite, donc j'ai passé quelques années, 8 ans là-bas. Et depuis 7 ans maintenant, je suis à Eindhoven, et disons que je suis sorti du cerveau et je regarde l'interaction incarnée, donc l'engagement corporel dans le monde, et de voir quelles sont les conséquences pour les zones d'interaction. Formalité oblige, je vais un peu parler de ma faculté, ça va être très court. Ça, c'est une image que j'aime beaucoup parce que ça donne un peu l'ambiance et la volonté qu'on a pour nos étudiants. C'est des gens qui doivent apprendre à tout faire dans une organisation qui n'est pas toujours des plus claires. Et je pense que c'est une des qualités qu'un designer doit avoir, c'est d'arriver à se débrouiller dans un environnement où il faut aller chercher
la connaissance, où il faut aller chercher les outils, où il faut aller chercher les compétences. Et ce qu'on essaie beaucoup chez nous, c'est de leur apprendre à apprendre, en fait. Vraiment de ne pas leur donner beaucoup d'acquis directement, mais vraiment de leur apprendre à trouver ce qu'ils doivent connaître et utiliser pour leur développement, leur propre développement et pour le développement de leur projet. Alors pour vous donner une idée d'échelle, on a à peu près 700 étudiants maintenant en design, dans la faculté de design, 500 en licence et à peu près 200 en master. Ça c'est au moins l'entrée, il y en a un peu moins à la sortie, mais enfin, il y a un écrémage assez fort parce qu'on en demande beaucoup finalement aux étudiants. Et on a beaucoup d'échanges d'étudiants avec Delft, en fait, où ils ont une structure, un système plus structuré, mais parfois on reçoit leurs étudiants qui ne veulent pas de cette structure, et puis on envoie nos étudiants qui veulent de cette structure. Et on est dans une université où il y a de mémoire 9 départements, et ça représente 15 000 étudiants à peu près. Donc on a une certaine masse qui fait qu'on arrive aussi à prendre des cours, enfin nos étudiants arrivent à prendre des cours dans d'autres disciplines, très scientifique ou très ingénierie. On est le département le moins ingénieur de l'université. Mais voilà, on arrive, alors nos étudiants prennent des cours soit de robotique ou de matériaux, etc. Et ça nous décharge d'une certaine obligation de donner ces cours-là, puisque quelqu'un d'autre peut les donner à notre place. Je vais rapidement discuter. Alors je vais beaucoup penser à voix haute et vous donner voilà, mon impression par rapport à ce qu'est le design et ce que je fais en design. Je ne sais pas quel est le format, si je fais un long monologue et on fait des questions-réponses à la fin, ou peut-être régulièrement, si vous avez quelque chose, vous pouvez juste faire signe et dès que j'ai fini mon idée, on peut avoir une courte discussion si ça ne dérange pas, vu qu'on n'est pas trop nombreux. Je pense que c'est plutôt agréable comme ça. Alors en fait, le design d'interaction, il y a eu un énorme développement dans les dernières années au niveau du design d'interaction, c'est de plus en plus connu. Et il y a beaucoup de définitions, il y a beaucoup de, par exemple, je sais pas, il y a le dernier Dunode, il y a un Dunode qui a été fait récemment sur le design d'interaction, et ça tourne beaucoup autour de l'interaction avec des écrans, ce qui fait partie du design d'interaction, ou l'interaction avec des objets qu'on appelle intelligents, parce que l'électronique et que l'objet est capable, par rapport à des informations qu'il reçoit, de prendre des décisions et d'avoir un comportement. Donc, on appelle ça assez simplement des objets, des produits intelligents. Et je ne le regarde pas tout à fait de cet angle-là. Je suis tout à fait d'accord que c'est à la fois le design avec l'information, donc de l'interaction avec l'information, l'interaction avec des produits intelligents fait partie du design d'interaction. Je l'étends un peu en fait aux objets dits, je ne sais pas comment on dit en français, morts, ceux qui ne bougent pas, sauf si on les fait bouger. Mais c'est simplement le regard qu'on a sur eux qui fait qu'on parle de design produit, ou design industriel, ou design d'interaction. Donc je vais un peu développer ça là. Donc si on regarde, en fait, je ne sais pas si vous connaissez la calculatrice Curta. En fait, c'est une calculatrice qui a été développée dans les années, juste après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, et qui est complètement mécanique. Et il n'y a pas du tout d'électronique. Et c'est intéressant, c'est assez petit, hein, c'est à peu près cette taille-là. Et ça engage, parce que ça vraiment engage déjà il y a une technique, il faut apprendre à l'utiliser. Et puis c'est assez délicat en fait. C'est solide, mais c'est assez délicat. Et ça nous engage donc pas uniquement cognitivement. Donc ça c'est un peu le mécanisme, voilà, à quoi ça ressemble. Donc c'est pas accessible au commun des mortels de faire une telle machine, mais quand même, vu la qualité mécanique finalement de l'objet, ça nous engage corporellement aussi, parce que ça parle, c'est de la mécanique contre de la biomécanique, on va dire. Alors que si on regarde les derniers développements qui sont très en pointe, c'est ça, et ça, corporellement, j'ai aucune. Dans ce cas-là, même si c'est difficile de lire, la forme et la fonction sont directement liées. Dans ce cas-là, on a perdu la relation entre la forme et la fonction.
Et ce qui nous intéresse dans une interaction, pour que les deux interagissent, c'est la relation avec la forme aussi. Et donc on arrive à des objets absolument fantastiques. Encore une fois, moi j'adore, je joue beaucoup avec ces objets. Là, vous savez, c'est le dernier Raspberry Pi qui coûte $1 ou $5, enfin qui coûte plus rien du tout. C'était en fait donné même avec un magazine quand le truc est sorti. C'était le gadget du Pif Gadget qui allait avec le magazine. Et pourtant, c'est une beauté technologique, quoi. Autant par rapport à ce qu'il peut faire que par rapport au prix, etc. Mais on est toujours dans le besoin d'avoir ces petits trucs-là, ces prises-là, etc. pour augmenter cette machine, pour que nous, on ait accès finalement à l'intelligence, à l'ingéniosité qu'il y a dans cette machine. Et c'est ça le problème, le challenge ici, c'est qu'on a, avec les nouvelles technologies, on demande, la même chose avec les data, c'est qu'on demande, il nous faut une interface, il nous faut quelque chose en plus pour accéder à cette information. Alors nous, on le propose comme ça, c'est une approche phénoménologique. On dit, grosso modo, il y a 4 compétences. Il y a les compétences cognitives, à laquelle on fait toujours appel à ces compétences, on espère en tout cas, qui est là dans le cadre de l'informatique extrêmement importante. Il y a les compétences sensorimotrices, donc ma capacité à m'engager corporellement dans le monde et à recevoir l'information du monde au travers de mon corps. Les compétences émotionnelles et les compétences sociales. Et nous, notre challenge, c'est que il y a, à notre avis, à mon avis en tout cas, je vais parler à la première personne, trop d'efforts faits sur les compétences cognitives et plus assez sur les compétences au moins sensorimotrices et voir les autres. Donc nous, on essaye de retrouver un équilibre finalement. Et pour ça, on s'intéresse à principalement, alors on s'est beaucoup développé sur les 4 dernières années, mais la racine du groupe de recherche dans lequel je suis, qui s'appelle Designing Quality in Interaction, s'intéresse à deux supports, 2 fondamentaux théoriques, philosophiques, en l'occurrence psychologiques. C'est la psychologie écologiste de Gibson. Donc on va parler d'affordance, probablement le mot vous est familier, et d'idées écologiques, donc que la perception est riche, enfin l'aspect sensoriel est riche, et que c'est vraiment dans l'interaction que le sens se crée, et dans la phénoménologie de la perception, Merleau-Pontienne. Et là aussi, où la primauté du corps, primacy du corps est essentielle pour comprendre finalement ce qu'est la perception et quelle est la relation qu'on a au monde. Alors je vais rapidement parler de ça pour arriver à une conclusion sur comment on voit le design d'interaction. Alors il y a ce qu'on appelle le feedback sensoriel, donc c'est l'énergie qu'on reçoit, d'accord ? Alors ça peut être de la lumière, ça peut être du son, etc. Et ce qui nous intéresse beaucoup au niveau du design, chez nous, c'est les qualités qu'elles ont. Alors par exemple, si je considère la vue est distante, je peux voir à distance, elle n'est pas réciproque, je peux voir sans être vu. Et alors j'aurais pas dû commencer par la vue, tiens. Elle a un point de vue parce que si je me place ici ou si je me place là-bas, je vous vois d'une façon différente. Alors par exemple, le son est distant, il est aussi non réciproque et il est public, à peu près, hein, c'est toujours des nuances, mais vous m'entendez tous à peu près de la même façon. Par exemple, le toucher, lui, il est local, il est réciproque, je suis touché parce que je touche, et il est privé. Je suis la seule personne à pouvoir toucher cet endroit-là à un certain moment. Et c'est intéressant parce qu'en fait, par exemple, si vous voulez faire un message dans une gare, faites en sorte que à part pour les aveugles, mais faites en sorte que ce message ne soit pas tactile parce que vous allez avoir du mal parce que 1000 personnes aient l'information. Par contre, le son, ça marche plutôt bien, les écrans lumineux un peu moins en fait. Mais il y a ça, donc il y a un choix possible, ça aide à choisir, mais aussi la technologie aide à changer ça. Par exemple, si vous prenez un casque, le son est distant, non réciproque et public, et avec un casque, ça devient local, toujours non réciproque, mais privé. Et donc on peut arriver, alors nous on a fait des projets de toucher à distance, après Disney
a fait beaucoup mieux que nous, mais c'est un peu l'idée de voir comment on peut, qu'est-ce que ça veut dire de toucher à distance, avec de la chaleur, avec des flux d'air, etc. Trouver des moyens en fait de travailler là-dessus. Donc ça c'est ce qu'on regarde sur l'aspect des feedback sensoriels. Mais notre position en fait c'est que, en fait c'est pas assez pour comprendre comment on perçoit le monde. Alors ça c'est une vieille vidéo qui date du début des années 80 à Delft. Et l'idée en fait c'est que cette image elle est, bon, on va dire de nos jours on dirait digitalisée, mais c'était pas encore du digital, c'était l'analogue. Elle est, on filme cet objet qui est dans la télé, et devant la télé on met une sorte de prolongation, d'extension de cet objet. Dans le premier cas, nous on bouge pas. C'est la personne qui bouge, et le gros bouton blanc qu'il avait en fait c'est le tag, et on arrive nous qui ne bougeons pas, à différencier l'objet qui est dans la télé de l'objet qui est devant la télé. Et maintenant, si on suit la personne, ça va être dans la séquence suivante, si on suit la personne, c'est-à-dire qu'on change une seule variable, c'est le mouvement, et ben c'est beaucoup plus dur de faire la différence entre ce qui est dans la télé et ce qui est devant la télé. Ce qui nous amène à dire, alors ça c'est un film un peu assez simple, mais ce qui nous amène à penser et à être d'accord avec la psychologie gibsonienne et la phénoménologie, que le mouvement, la façon dont on s'engage dans le monde, a une importance sur la façon dont on fait sens du monde, dont on comprend le monde. Et en design, c'est essentiel de comprendre ça. Donc c'est essentiel de se dire que ce n'est pas uniquement l'information qu'on reçoit, mais c'est la façon dont on agit avec l'information ou avec ce qui nous entoure qui donne sens à tout ça. Donc c'est ce qu'on appelle, voilà, c'est dans cette loupe sensorielle et action que la perception émerge. Et donc ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe entre les deux. Et donc c'est ma définition, c'est la façon dont moi je définis le design d'interaction de plus général que la première version que j'avais donnée. C'est un design qui s'intéresse à la relation. Donc c'est pas ce que l'objet a, c'est pas ce que la personne est, mais c'est ce qu'il y a entre les deux qui nous intéresse énormément. Et je vais essayer de développer ça un peu plus loin. Est-ce qu'il y a des questions? Je ferai des petites pauses comme ça. Est-ce qu'il y a... D'accord, je continue et puis si ça vient plus tard, ça vient plus tard. Alors voilà, donc ça c'est un peu l'approche qu'on a du design d'interaction et la façon dont on voit ce design d'interaction. Et alors comment on travaille avec? Je vais vous parler de recherche, un tout petit peu d'éducation, parce qu'en fait c'est très mélangé chez nous. C'est les groupes de recherche finalement qui créent les programmes d'éducation, donc c'est toujours assez mélangé. On utilise beaucoup dans mon groupe de recherche une approche qu'on appelle Constructive Design Research. Alors c'est une approche constructiviste. J'ai laissé le mot anglais parce que je ne suis pas sûr vraiment de la correspondance des traductions. Et c'est basé en fait sur plusieurs points que je vais détailler. Alors le premier, donc, c'est le design comme un moyen d'enquête. Donc en fait c'est l'idée que le designer a des compétences de fabrication, de faire, de créer des choses, et que ces compétences l'amènent finalement à s'engager, à s'exposer, à agir, c'était l'idée de l'action, à agir d'une certaine façon qui lui permet de faire sens différemment que quelqu'un qui est passif par rapport à ce qu'il y a en face de lui. Alors je fais un peu blanc et noir, un peu dans les extrêmes, mais ce serait l'idée, ce que dit Gaver, que la science en fait est un moyen de décrire, est un moyen de création descriptive de la connaissance, où le design serait plus génératrice parce qu'on s'engage en fait. Et ça c'est suivi en fait par Nelson, qui moi me parle plus. C'est où la science parle du vrai, le design parle du réel. Et cherche une connaissance qui est relative à comment le monde est réellement, plus que comment le monde devrait être au niveau d'une vérité scientifique. Et donc c'est l'idée, c'est l'idée que le processus de design, c'est un processus de création d'un artefact, mais qui est un processus, et que le processus lui-même peut être le moyen de créer une forme de connaissance. Alors les formes de connaissance, à ce moment-là on va parler de réflexion en action ou des réflexions sur l'action. Alors l'idée c'est que pendant le processus de design, il va y avoir ce qu'on appelle une réflexion en action. Donc c'est finalement un dialogue entre le designer et son activité, et entre le designer et l'artefact en devenir.
Donc c'est vraiment la première personne, c'est vraiment un engagement personnel, et ça va être une connaissance qui est plutôt de nature implicite. Et c'est important, hein, c'est par exemple quand vous cherchez une forme, la beauté des courbes vous dit quelque chose sur ce que vous essayez d'obtenir, par exemple. Hein, ça peut être simplement ça. Niveau électronique, ça va être le comportement, ça va être comment le codage va avoir des conséquences sur l'objet, sur le comportement de l'objet, et il y a une recherche là de savoir si c'est ce que vous vouliez ou pas. Peut-être que c'est ce que vous vouliez, mais finalement ça ne marche pas tellement, donc on va chercher autre chose. Il y a toute cette recherche, cette réflexion en action qui permet finalement de créer une certaine... Ce que moi j'appelle d'utiliser une intuition éduquée. Ça marche moins bien en français qu'en anglais, mais d'avoir cette idée que on prend de l'expérience, on apprend. Le design est une activité qui s'apprend et qui demande, pour être talentueuse, une certaine forme d'expérience, et que cette intuition qui se développe au fur et à mesure de cet apprentissage va devenir une intuition éduquée à laquelle il faut faire confiance. Alors, tout le monde n'est pas d'accord, même dans ma communauté même, mais de ce détachement finalement par rapport à l'objectif, à l'aspect objectif, à la valeur objective de la valeur quand la connaissance est objective. Moi, je la renie pas du tout, mais je soutiens l'idée qu'il y a une connaissance implicite qui est très importante quand on parle de recherche en design. Et la réflexion sur l'action, c'est quand l'action est arrivée à son terme. Donc vous avez un objet, un artefact qui a une certaine valeur et que vous l'exposez au monde. Vous la donnez à voir, vous la donnez à être manipulée, vous la manipulez vous-même. Et donc vous réfléchissez sur ce qui s'est passé, sur le processus qui a eu lieu et sur son résultat et sur la valeur de ce résultat. Et donc là on va avoir une connaissance plus explicite puisque l'exposition, quand je dis exposition, c'est le donner. D'autres personnes vont l'utiliser ou l'exposer. À ce moment-là, il y a des échanges, des dialogues qui ont des formats souvent plus explicites et donc on tend vers une connaissance plus explicite et souvent plus utile dans le projet de recherche. Et alors tout ça demande donc une forme d'exploration, une forme d'activité de design. Et donc peut-être que, c'est un conditionnel, c'est hypothétique, peut-être que toutes les méthodes de design ne fonctionnent pas dans ce cadre-là. Certainement toutes ne fonctionnent pas dans ce cadre-là parce qu'il y en a qui demandent il y a des étapes très claires dans un format très très figé. Je me permets d'être critique, hein, je crée la discussion, j'espère, dans un format très figé et qui finalement attend des résultats préattendus, et donc ça coince au niveau de la discussion. Alors que ce que nous on essaie de faire, c'est de provoquer cette discussion. C'est pas sûr que ce soit le meilleur choix, on n'a pas d'outils nécessaires pour dire que c'est le meilleur choix qui a été fait dans le processus, mais encore une fois, l'artefact n'a pas pour objectif pour l'instant de devenir un produit, quelque chose pour le marché, c'est une incarnation d'une certaine forme de connaissance. Cette connaissance mérite une forme de discussion, une forme de critique et une forme de discussion. Et on utilise donc une méthode un processus qu'on appelle le Reflective Transformative Design Process, qui a été élaboré par des gens de mon groupe de recherche et qui a été en fait, là je parle d'éducation, le socle, c'est ce qu'on enseigne à nos étudiants dès la première année et on les entraîne à utiliser ce processus de design. Alors ce processus en fait commence par l'idée que en design on a des prises de décision qui sont faites avec un ensemble incomplet d'informations. C'est peut-être une différence avec une ingénierie classique, on va dire, où il y a un cahier des charges qui doit être aussi clair que possible et c'est très important. Et c'est très important pour l'ingénierie parce que c'est ce qui est demandé pour avoir un processus très clair. Et c'est très bien. En design, on revendique l'idée que si on veut vraiment se plonger dans le monde réel et pas dans un monde modélisé, le monde est opaque et que donc il faut prendre en compte la nature opaque du monde et donc l'ensemble des informations ne peut pas être complète et il faut savoir jouer avec ça. Et pour savoir jouer avec ça, il va falloir
explorer, réfléchir en action sur l'action, faire des tentatives, ça veut dire ne pas hésiter à accepter qu'on s'est trompé. Si de se tromper, on en déduit une connaissance, une compréhension de pourquoi on s'est trompé, de qu'est-ce qui s'est passé qui n'a pas forcément nous a pas permis d'atteindre un certain but, et bien on apprend quelque chose qui nous permet finalement plus tard de rediriger le processus, de réexplorer la chose. Alors graphiquement, voilà, ça se passe comme ça, c'est qu'on a défini 5 types d'activités, zones d'activité, donc tout ce qui fait partie de création de vision et de transformation via des valeurs, ce sensing, perceiving, doing, cet échange qu'il y a, analyzing, abstracting, donc il y a quand même beaucoup, on utilise quand même des outils, on va dire plus classiques de validation, d'analyse, etc. Et il y a des idées de validation, etc. Et au centre, c'est toute l'idée que il va falloir créer de l'idée, créer de la compréhension, l'intégrer. Et l'intégration, c'est le challenge, mais la beauté du design, c'est que il ne peut y avoir qu'un objet. Il peut y avoir plusieurs perspectives, mais l'effort du designer, c'est de capter différentes perspectives, capter différentes possibilités, et de prendre son courage de main et d'aller vers la création d'un objet. Après, dans le processus, il peut y avoir plusieurs objets, puisqu'on essaye et puis qu'on retente. Mais il y a ce qu'on appelle l'embodiment, l'incarnation de ces perspectives, de ces savoirs, finit dans un artefact qui va être testé par différentes personnes. Donc c'est cette idée d'intégration et de réalisation qui est le challenge. Et on ne demande jamais à un étudiant de commencer, ils ont un draft qui est plus ou moins précis, et on leur demande jamais de commencer par l'un de ces 5 points, c'est eux qui décident. Et suivant les projets, suivant les contextes, ils vont commencer quelque part, ils vont aller sur un autre, et on leur demande régulièrement de cartographier, pour qu'ils puissent réfléchir sur l'action, sur ce qu'ils ont fait, pour comprendre un peu quel a été le voyage finalement pour arriver à ce résultat. Et chez nous, les bons designers sont ceux qui arrivent à ne pas rester trop longtemps dans l'un des cercles, c'est-à-dire de passer assez vite d'un cercle à l'autre, parce que ça crée un dialogue finalement à l'intérieur même du process, de prendre plusieurs positions, plusieurs perspectives, et de discuter en action sur ce qui se passe. Donc c'est un peu il y a un très bel article qui a été écrit il y a quelques années là-dessus, et qui explique bien la méthode. Et cette méthode, il faut l'utiliser dans certains. Alors je reviens à la recherche, dans certains contextes. Alors on a Koskinen, donc avec plusieurs personnes, Zimmerman, Venzvin et un autre nom que j'ai oublié, qui décrit 3 zones finalement d'évaluation. Le laboratoire, donc il va y avoir par exemple des tests basés sur la psychologie, parce qu'on peut créer un environnement contrôlé et voir comment les gens, je vous montrerai, voir comment les gens interagissent avec. L'idée d'exposition, c'est semi-contrôlé, c'est-à-dire qu'on sait, par exemple, ça va être ici, puis les gens viennent, ils essayent, ils disent ce qu'ils en pensent, on a différents tests, puis ils s'en vont. Et puis sur le terrain, c'est les mettre dehors, chez les gens, et on travaille de plus en plus avec ça, et le mettre dans leur vie tous les jours. Alors nous, on utilise beaucoup maintenant donc la technologie dans les produits, et de plus en plus ce qu'on appelle les big data. Et donc on fait des cartographies de l'utilisation. Et ça, c'est très important en fait, de savoir où est-ce qu'on se place, parce que ça va avoir des conséquences énormes sur qu'est-ce qu'on peut évaluer, comment on va l'évaluer, avec qui, et quelles sont les compétences en jeu dans ces systèmes. Et pour finir, ce qu'on fait beaucoup, c'est ce qu'on appelle un portfolio à noter. Donc on engage beaucoup les designers, et puis on va faire 20 projets sur une thématique, 15 projets, 20 projets, 30 projets. Et on utilise donc un outil développé par Gaver, qui en fait finalement a rassemblé ces projets dans un format prédéterminé en fait, de présentation de projet. Alors c'est souvent du visuel et des textes, et on va avoir une descriptif du projet, des annotations sur comment le projet a été fait et les aspects, etc. Et puis une réflexion sur qu'est-ce que le projet a amené en termes de connaissances
Là, dans le cas explicite, on va souvent avoir un effort d'explicitation de la connaissance implicite du designer. Donc on est vraiment sur l'action, la réflexion sur l'action. Et quand vous avez l'idée, c'est que quand vous avez un certain nombre de projets, vous les projetez sur un espace et vous en déterminez les dimensions. Et en fait, ces dimensions-là sont les dimensions qui vous permettent de réfléchir sur le projet, la thématique sur laquelle vous travaillez. Alors, je crois que les vidéos ne marchent pas parce que je challenge toujours un peu ces machines. Oh, ça marche. Voilà, là en fait c'est un peu moins de la moitié même des projets qui nous ont permis de travailler sur ce qu'on appelle les qualités perceptives. Donc essayer de comprendre qu'est-ce que ces objets devaient pouvoir capter et comment pour comprendre finalement leur environnement. Ça s'appelle les qualités perceptives des objets. Et donc on a travaillé avec beaucoup d'étudiants sur différents objets. Alors très rapidement, ça c'est un petit coussin et en fait il y a 5 corps qui caressent le coussin. Et vous savez, c'est comme un peu les premiers amours. Vous savez, vous êtes sur le canapé à côté de cette fille et puis les doigts vont se toucher. Même si c'est physiquement, factuellement, un contact très pauvre, petit, émotionnellement, on s'en souvient. Voilà, donc c'est un peu d'essayer de recréer cette impression-là. Là, c'est plus technique. En fait, on se demandait, voilà, on a un truc qui bouge sous cet axe flexible, et il y a un capteur qui bouge avec lui, et puis il y a une ligne de capteurs qui est devant la table, et c'est l'idée, quelle est la différence entre un capteur qui bouge, c'est ce que nous sommes, hein, si on dit que les sens sont des capteurs, mais c'est ce que nous sommes, et c'est notre façon d'explorer l'espace, c'est par le mouvement, comme je l'ai rappelé, ou si les capteurs sont statiques et qui voient tout au même moment. Et ça a des conséquences, en design, en fabrication, c'est plus facile d'avoir un capteur qui ne bouge pas qu'un capteur qui bouge dans tous les sens, mais l'objet se comporte différemment, parce qu'il faut qu'il explore. Et puis nous, en conséquence, on a une autre relation à l'objet, voilà. Donc il y a toutes ces choses-là, et puis le dernier, il est là, voilà. Ça, en fait, c'était le produit, c'était un résultat de thèse. C'est une petite lampe qui tourne autour d'une table, et en fait, il y a une moquette à un moment, quelque part, c'est un peu le même projet, c'est le même projet en fait. Et cette lumière, en mode exploratif, il y a plusieurs comportements, et en mode exploratif, et elle est en fait capable de se rendre compte quand est-ce que vous la regardez. Il n'y a pas de capteur de visage ou de eye tracking, etc. C'est juste par rapport à votre comportement en relation avec son propre comportement. Ce qui est vraiment la relation. Et on arrive à un état, c'était le résultat de la thèse, c'est pour ça que ça a été un grand succès cette thèse, de ce qu'on appelle perception croisée. C'est que je vois, par exemple, je vois que tu vois que je te vois. Et cette relation-là est très forte en termes d'engagement émotionnel, et on essaie de recréer cet engagement, cette force d'engagement émotionnel dans une relation homme-machine. Voilà, donc c'est un peu la méthode qu'on utilise, la Constructive Design Research, et on l'applique à beaucoup de projets différents. C'est le standard, et puis après, suivant les projets, on adapte un peu. Alors, on commence en fait. On commence, ça fait 1 an qu'on a 2 de nos chercheurs qui commencent à travailler là-dessus, avec le département de biomatériaux. Et c'est un projet qu'on appelle Shape Changing. C'est un projet européen qui s'appelle Ghost là-dessus, dont ces collègues-là font partie. Et voilà, c'est l'idée de commencer à trouver d'autres alternatives. Il faut qu'on trouve rapidement d'autres alternatives que de la mécanique de ce type-là, de ça, là, comme ça, là. Et puis, parce qu'il y a un problème de taille, un problème de résolution. Et puis, il faut aussi qu'on trouve bientôt des alternatives à l'électronique, parce que tout ce qui est nanotechnologie, etc., vont changer un peu les règles du jeu. Donc, on essaye effectivement de travailler là-dessus. Voilà, je peux pas en dire plus, en fait. Voilà. D'autres questions? Je continue. Et donc le design conseil, en fait,
il y a deux approches. Il y a une approche dont je ne vais pas parler, qui est une approche très finalement l'équivalent du design produit, design industriel, qui s'intéresse au conseil et qui est travaillé. C'est les arts et métiers à Paris qui travaille beaucoup là-dessus, Carole Bouchard. Et moi je travaille plus sur une approche design d'interaction sur le conseil, et c'est ce que je vais développer. Donc ce que j'ai fait il y a quelques années, parce qu'on avait un problème de clarification, c'est que j'ai fait une étude historique sur l'idée de conseil, ce qui nous a amené finalement beaucoup d'arguments. En fait, l'idée du conseil, d'une approche, l'idée de conseil, enfin le terme conseil était déjà dans la littérature japonaise du XVIIe siècle. Les Japonais, il n'y a pas de définition dans la poésie japonaise. C'est quelque chose de vulgaire de définir un mot. Donc c'était là un peu, mais sans vraiment qu'il y ait de réflexion autour du terme. Et en fait, c'est alors la personne qui est ici, qui s'appelle Amane Nishi, qui est donc un intellectuel japonais qui est parti en Pays-Bas à l'ouverture du Japon, quand le Japon s'est ouvert, avec d'autres camarades, pour étudier finalement l'Occident. Et lui a été envoyé à Leiden pour étudier le droit et quelque chose d'autre. Et en fait, il a étudié la philosophie et la psychologie. Ça l'intéressait plus, visiblement. Et il a traduit, par exemple, le livre L'esthétique de Alexander Baumgarten. Et je crois que c'est dans ce livre-là où il traduit le terme sensibilité, la faculté de sentir, par Kansei. Et ça démarre vraiment là. Pour vous dire l'importance de cette personne, c'est lui qui a créé les mots subjectivité, objectivité, philosophie, psychologie en japonais. C'est des mots qui n'existaient pas avant. Donc il a créé quelque chose comme 500 nouveaux mots, dont 150 sont encore utilisés dans le monde académique aujourd'hui. Et petit à petit, en fait, donc ça a été intégré à la psychologie. Après, on a eu la philosophie avec Teiyu. Alors après, il y a une période un peu sombre au Japon. Donc tout ce qui est émotion et tout ça, voilà. Et il faut attendre en fait le redécollage de l'économie japonaise, et la transformation en fait d'une économie de masse à une économie plus de préférence. D'abord, après la guerre, le pays se reconstruit, et puis après les gens, ils achètent une télé, ils n'achètent pas la télé machin, ils achètent une voiture s'ils peuvent, mais pas la voiture. Et au début des années 80, il y a vraiment une transformation de l'économie japonaise là-dessus. Et le terme Kansei est repris en fait à ce moment-là au niveau du marketing. Et pour nous, le grand mouvement, c'est le Kansei Engineering qui prend 99% de l'activité académique autour du Kansei, qui a été développé par un professeur Nagamachi dans le monde automobile. Pour ceux qui connaissent un peu le monde automobile, alors je ne sais pas comment c'est en France, la MX-5 de Mazda, MX-5, c'est une petite sportive, je ne connais rien en voiture, c'est juste par cœur, mais c'est une toute petite sportive qui a eu un énorme succès et qui a été complètement construite sur le Kansei Engineering. Et basiquement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont explosé la voiture, donc ils ont pris chaque objet, et puis ils se sont dit au niveau des 5 sens, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir, par exemple, le levier de vitesse visuellement? Qu'est-ce qui pourrait être bien? Tactilement, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, au niveau du goût, je pense qu'ils s'en sont passés. Mais ils ont reconstruit finalement la voiture, à chaque fois dans toutes les pièces et toutes les combinaisons, avoir une réflexion au niveau des 5 sens. Et puis plus tard, ils ont utilisé l'informatique, etc., pour créer des systèmes d'inférence qui finalement lient les détails d'un objet. Donc par exemple, si vous prenez une montre, ça va être si c'est rond, si c'est carré, etc. La taille des boutons, il y a beaucoup de possibilités. Et puis une sémantique émotionnelle. Donc on crée des listes qu'on appelle des termes Kansei. Et le but du Kansei Engineering, en gros, c'est de créer un système d'inférence qui permette de comprendre les relations entre les détails physiques et la sémantique émotionnelle. Et à peu près, en fait, ça a commencé à peu près au même moment, mais ça a pris bien plus tard. Il y a un professeur Harada, qui a été mon premier directeur de thèse, qui a développé le Kansei Science. Et en fait, c'est la rencontre entre la science cognitive et cette idée de design en regardant l'aspect affectif, l'aspect émotionnel, l'aspect affectif, et d'essayer de comprendre en fait comment les outils de la psychophysiologie, donc tout ce qui est électroencéphalogramme, IRM, etc., peuvent aider à comprendre comment les gens ont une relation affective au monde, à leur environnement. Et donc j'ai utilisé beaucoup de ces machines pour
Entre autres, dans ma thèse, en fait, j'ai développé un système de communication et l'idée, en fait, c'était au lieu d'avoir des filtres d'informations, pour filtrer ce qui est spam, etc. Donc l'idée c'était, voilà, il y a des mailing lists, il y a des forums, il y a des machins, mais c'est beaucoup trop d'informations par rapport à ce qui nous est nécessaire. Ce que je proposais, c'était l'approche design, ce que je proposais c'était de créer des filtres positifs en fait. Donc l'idée c'est que par exemple je discute avec Fabien et dans notre discussion, si ça intéresse quelqu'un d'autre, et ben un filtre positif qui crée un canal supplémentaire, ou un lien supplémentaire avec cette personne. Et donc ça demande d'avoir beaucoup de compréhension de la relation entre les personnes, de l'intérêt de chacun, etc. Et pour ça, j'ai développé un système de communication en m'inspirant de l'effet l'effet party cocktail, je sais pas, cocktail party effect, qui est en fait quand vous êtes dans une soirée, si vous entendez votre nom, ou quand vous êtes dans la rue, si vous entendez votre nom, automatiquement vous vous retournez, quel que soit ce sur quoi vous vous concentrez. Il y a cette bascule qui vous amène à cette information importante qui est votre nom. Si vous reconnaissez une voix, la même chose. Donc j'ai pris ce concept-là en me disant c'est ce que je veux, mais je veux l'intégrer dans un système de communication. Et donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai regardé comment ça se passait et avec des ERP, avec des outils finalement qui regardent très localement l'activité cérébrale. Et après j'ai mesuré finalement des niveaux de stress cognitif qui permettait de quantifier finalement les différentes réactions par rapport à c'est votre nom, c'est une voix que vous connaissez, c'est quelqu'un qui dit votre nom dans une langue ou dans une autre langue, c'est etc., etc. Et donc les gens ont écouté en 20 minutes, ils ont entendu 700 fois le prénom de leur mère. Et ça demande beaucoup de travail de préparation pour moi parce qu'il faut vraiment aller dans l'aspect personnel des gens, il faut vraiment s'adresser. Donc il y a un comité éthique qui n'est pas tout à fait souriant. Il faut vraiment traverser cette épreuve et puis après il faut aller chercher des informations, savoir qui connaît qui, demander aux gens s'ils sont d'accord pour nous fournir ces informations. Mais après, voilà, ça m'a permis d'avoir assez de personnes pour créer cette quantification. Et ça a été envoyé après, c'était la fin de ma thèse et le département d'informatique devait reprendre, mais j'ai pas de nouvelles. Ça fait 8 ans. Enfin plus que ça, même 10 ans maintenant. Et donc quand je suis arrivé à Eindhoven, j'ai un peu basculé et je me suis retrouvé dans un nouveau contexte avec des nouvelles questions. C'était le design d'interaction comme je l'ai présenté avant. Et j'ai voulu continuer un peu sur cet aspect du content design. Alors il n'y a pas de date, il n'y a pas de personne parce que personne s'est encore vraiment dégagé de là. C'est toujours la même chose, hein. Il y a plein de gens qui travaillent, il y a un nom qui reste dans la mémoire des gens. On n'a toujours pas ça. Et ce concept design, en fait, donc l'idée, c'est de reprendre, en fait, j'avais parlé de phénoménologie de la perception, phénoménologie merleau-pontienne, ou de psychologie gibsonienne dans ce qu'on faisait. En fait, l'idée, c'est que j'essaye de voir si la même chose peut fonctionner avec une philosophie, en regardant la philosophie japonaise, la culture japonaise, etc. Et en fait, ce qui moi m'a interpellé beaucoup là-dedans, c'est que quand j'ai regardé, alors voilà, pardon, oui, je vais y aller. Voilà, quand j'ai regardé la philosophie, il y a donc l'idée. Je ne vais pas les traiter parce que en fait, je suis en train d'écrire ça pour mon HDR et donc je suis en plein dedans et je risque d'y passer des heures. Mais il y a un certain nombre de concepts qui sont très importants. Par exemple, l'intuition active, c'est vraiment l'idée que l'intuition est un acte. C'est pas quelque chose de... Et il transforme complètement la vision. Pour lui, alors voilà, je suis parti. L'intuition est quelque chose d'objectif et l'action est quelque chose de subjectif. Ce qui n'est pas du tout notre pensée occidentale de ces deux termes. Mais pour lui, l'intuition, c'est ce qu'on saisit de l'extérieur. Donc c'est objectif parce que la racine est de l'extérieur. Et puis l'action, c'est moi qui agis sur le monde et donc c'est subjectif. Et donc il renverse ça et ça donne des bonnes... Ça permet de créer d'autres visions en fait sur ce que sont les choses. Surtout que lui, il est absolument... Enfin c'est un japonais, donc il balaye tout ce qui est opposition et il crée ce concept qui est l'intuition active. Je vais revenir en conséquence pour le design après. C'est souvent une question qu'on me pose. Et c'est dommage qu'on la pose. Si vous demandez à un japonais ce qu'est le kansai, il vous dira c'est pas traduisible,
c'est en japonais, les occidentaux peuvent pas comprendre, et ça m'énerve. Il faut pouvoir l'expliquer, sinon on a un problème académique. On ne peut pas intégrer ça dans un milieu académique si... alors il y a un effort à faire pour essayer de comprendre. Alors la meilleure explication que j'ai pour l'instant, je vais le faire par l'exemple en fait, on en parlait hier, si vous regardez par exemple un film de guerre à la télévision, ça peut être impressionnant. Si le film est bien fait, ça peut vous choquer. Mais ça n'aura jamais la force de si vous étiez vraiment en guerre, dans un champ warfield. Et bon, outre le fait que le monde réel engage beaucoup plus qu'un écran, que la télévision, il y a aussi cette idée que à tout moment vous pouvez éteindre votre télévision. Alors que quand vous êtes au milieu de la guerre, c'est ça qui est encore plus prenant, c'est qu'on ne peut pas l'arrêter, quoi. Et c'est cette expérience de l'inéluctabilité de l'expérience que j'interprète pour l'instant comme cette idée de Kanzei. En fait, c'est vraiment l'être au monde, le concept d'être au monde, mais l'expérience de cet être au monde. Une sorte de méta niveau de cette expérience qu'on ne peut pas ne pas être au monde, c'est tout. Et parfois c'est intense. Alors là, j'avais des petits problèmes de vidéo. Ça marche très bien. Par contre, voilà. Parce que je vais vous passer un peu toute la vidéo, si ça va être très intéressant. Alors, ce que nous, on a un des premiers projets en fait, sur lesquels j'ai travaillé à Eindhoven, c'était un peu l'idée vous êtes dans un espace, donc l'aspect de contexte est très important, bien sûr. Vous êtes dans un espace, et puis quand vous passez une porte, en fait, vous êtes déjà dans l'autre, votre attention est vers l'autre espace. Et ce qu'il y a entre les deux de ces espaces, expérientiellement, si ça existe, n'existe pas. Cet entre-deux n'est pas un lieu d'expérience. Et donc l'idée c'était, est-ce qu'on peut en faire un lieu d'expérience? Alors ça arrive parfois, on a fait une étude là-dessus en fait, ça arrive parfois, c'est quand vous ouvrez une porte et puis de l'autre côté il y a quelqu'un qui arrive, et puis c'est quelqu'un que vous connaissez, et vous commencez à créer une discussion, et donc cet entre-deux, parce que votre attention change vers l'autre pièce, vers la personne. Donc cet entre-deux commence à prendre forme. Il y a un espace qui se crée, qui est l'espace de la discussion. Et en fait, une étude qu'on a faite l'année dernière, c'est qui dit espace, dit trace dans cet espace, trace d'une expérience, etc. Donc on a essayé de créer des traces dans cet entre-deux. Et là, en l'occurrence, c'était des traces sonores, parce que c'est ce qui nous paraissait le plus facile, enfin le plus immédiat, quand l'espace est en fait une surface. Et donc on enregistrait les conversations, et puis on avait toute une approche pour les remettre avec des haut-parleurs, mais d'une façon assez élaborée. Et donc notre idée, c'est est-ce que ça influence finalement le comportement des gens dans cet entre-espace quand ils discutent avec d'autres personnes qui viennent de rencontrer. Et notre expérimentation nous a montré que ce n'était pas du tout le cas. Donc voilà, on cherche. C'est ça, la recherche. On n'obtient pas toujours les résultats espérés. Mais avant ça, en fait, j'avais travaillé avec des étudiants sur cette idée déjà d'entre-espace, et ce sur quoi on avait abouti, c'était en fait l'idée que le mouvement de la porte, il y a cette interaction du mouvement avec la porte, et que si on pouvait finalement créer quelque chose d'impressionnant dans ce mouvement de porte, eh bien, on pouvait créer une sorte de réalisation de l'existence de cet entre-deux. Et alors ce qu'on a fait, si ça marche, en fait je pense que j'ai pas besoin du son, on a une ligne de LED, de lumière, de plusieurs couleurs, qui se projette sur un papier alu, et qui est attaché, l'ensemble est attaché sur la structure de la porte. Et ce qui fait que, on voit pas très bien, hein, ce qui fait que en fait, quand vous ouvrez la porte, quand la porte est complètement fermée, on ne voit rien. Quand la porte est complètement ouverte, on ne voit rien, parce que la projection ne va pas si loin, elle n'est pas si intense. Mais voilà, c'est entre les deux que c'est dans l'ouverture de la porte, dans cet engagement avec cet entre-espace, qu'il se passe quelque chose. Et suivant la vitesse à laquelle vous déplacez la porte, vu que ça fait du vent qui déplace la feuille, le papier d'alu, et ben la projection sur la porte change. Donc il y a un peu de cette idée d'interaction qu'on essaie d'intégrer. Voilà.
Et c'était très surprenant en fait, de voir la réaction des gens parce que ça, effectivement, on voyait que il s'était passé entre le passage d'une pièce à l'autre, il s'était passé quelque chose, que ça les avait impressionnés. Je sais pas, impressionné, c'est peut-être le sens littéral du terme. Hein. Il s'était passé quelque chose pour eux. Et ce sur quoi maintenant, moi, ça m'amène plus, en fait, c'est l'idée de rituel. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc j'ai beaucoup travaillé sur ce design d'interaction. Comme étant français, on m'a demandé de travailler sur la phénoménologie, Merleau-Ponty, parce que je pouvais lire le texte dans dans la langue, dans l'œuvre originelle. Et puis donc j'ai beaucoup étudié ça, et puis j'ai quand même continué mon étude japonaise, et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas la même chose, qu'il y avait quelque chose qui passait pas. Et en fait, je me suis rendu compte dans la cérémonie du thé. Donc je me suis beaucoup intéressé à la cérémonie du thé japonaise du thé, dont je vais parler un peu plus tard, mais ça m'a amené à l'idée de rituel, à la question de qu'est-ce qu'un rituel de tous les jours, la façon dont, je sais pas, vous préparez votre thé ou votre café le matin, la façon dont vous prenez votre douche, la façon dont, quand vous arrivez au bureau, quelles sont les premières choses que vous faites pour commencer la journée. Ça, ce sont des rituels, parce que ce n'est pas uniquement le résultat qui compte, mais c'est la façon dont vous le faites qui a aussi un sens. Donc, pour moi, c'est ça, la différence entre une routine et un rituel, c'est que la routine, c'est le résultat qui compte, le rituel, le processus compte aussi. Et donc, j'ai travaillé avec des étudiants, là aussi, la vidéo est un peu longue, et on a beaucoup travaillé au début autour du rituel du thé, parce qu'en fait je travaillais avec un maître du thé qui est aux Pays-Bas. Donc j'ai donné aux étudiants l'expérience d'une cérémonie du thé qui les a beaucoup impressionnés. Et en fait ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé l'idée de la cérémonie du thé, qui est après tout que accueillir des invités chez soi et leur servir un bol d'eau chaude. C'est ce que Lee Kyu, qui est le créateur, le grand maître du thé, le plus grand maître du thé décrit. Mais là, au lieu de s'intéresser aux valeurs japonaises, on s'intéressait à la valeur propre des étudiants. Donc, comment des étudiants, alors pas tous hollandais, mais quasiment tous hollandais, accueilleraient chez eux leurs amis, sachant qu'ils sont hollandais et étudiants, mais d'une façon qui a des valeurs qui sont incarnées dans ce processus. Et donc c'était un workshop qui est arrivé un peu à ça. Alors vous voyez là, c'est très, il n'y a pas d'objet intelligent du tout là-dedans. C'est du bambou et des câbles d'acier et du verre. Enfin bon. Mais on parle quand même beaucoup d'interaction, parce que déjà il y a l'aspect social, mais aussi il y a la façon dont le maître, la personne qui reçoit, va agencer l'ensemble du rituel, et comment les gens aussi, parce qu'on va parler, on design les objets, mais aussi on a une réflexion sur qu'est-ce que ça engage en tant qu'action, qu'est-ce que ça engage en tant que valeur, qu'est-ce que ça engage en tant que relation sociale. Et est-ce qu'on prend le verre à la main gauche ou à la main droite? Est-ce qu'on sert à droite? Vous voyez, si je suis droitier et que je sers quelqu'un qui est à ma droite, le bras n'est pas très agréable pour la personne qui est à ma droite. Alors pour la personne qui est à ma gauche, c'est déjà plus confortable. Donc est-ce que cette idée-là peut être intégrée? Si vous prenez on voit pas trop, mais si vous prenez une tasse de thé, celle-là n'a pas elle est symétrique sur son axe vertical, donc il n'y a pas de, je sais plus comment on dit en français, mais il n'y a pas de face, il n'y a pas de face avant, il n'y a pas de face arrière. Par contre, si elle avait une anse, et bien tout de suite, il y a un côté. Et pour les droitiers, c'est bien que l'on soit à droite, pour les gauchers, c'est bien que l'on soit à gauche, et il y a toute cette réflexion. Donc là, en fait, la beauté de cet objet, c'est que la bougie chauffe cette partie ici, qui va chauffer la partie là, et en fait, ils ont pris des verres à double paroi, ils ont coupé le dessous, et on peut le poser, la taille est parfaite, on le pose juste au-dessus, et la chaleur permet de garder l'intérieur chaud, et donc le thé chaud, parce que le thé est fait pour chaque personne, donc la première personne servie doit attendre, parce que c'est ce qu'ils veulent que tout le monde commence en même temps, doit attendre que la dernière personne soit servie. Et dans nos tests, on s'est rendu compte très vite qu'il y en a un qui buvait un thé chaud et puis l'autre qui buvait un thé froid, et que c'est pas très hospitalier, c'est pas très agréable. Et donc voilà, et c'est ces micro-détails par des systèmes itératifs qui nous permettent vraiment d'aller dans ces détails et de comprendre les conséquences
de chaque chose. Parce qu'après, maintenant, il faut que chacun gère une bougie qui est juste à côté d'eux, et est-ce que ça ne peut pas s'intégrer finalement ça s'intègre chez nous, c'est ce que les étudiants ont proposé, parce qu'ils concluent la cérémonie en soufflant sur la bougie. C'est le signe que voilà, c'est fini, et maintenant on va se prendre une bière, parce qu'après tout, on est des Néerlandais, et qu'après un bon thé, il faut quand même une bonne bière. Donc ça, c'est un des aspects. Moi, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, ça c'est une étude que j'avais faite il y a quelques années. En fait, je l'ai fait avec cette demoiselle, qui est devenue ma femme, après. Et on s'intéressait à la réception du thé. Donc là, vous avez une machine automatique, puis vous mettez l'argent, et je vais revenir là-dessus après, la bouteille tombe. Ça fait un bruit désastreux, c'est absolument... c'est désastreux en termes de relation. Et puis vous obtenez cette bouteille en polyéthylène, là, avec du thé chaud dedans. Il n'y a aucune richesse en fait dans l'interaction. Après, c'est encore une machine automatique, mais là, elle fait le thé. C'est-à-dire que vous entendez, il y a un enrichissement au niveau sensoriel, vous entendez le thé être créé. C'est toujours pas bon, mais il y a l'engagement est plus important. Et puis après, bon voilà, en tant que service, vous allez dans un magasin, et là vous avez un choix, vous pouvez discuter, vous avez une relation humaine, c'est un peu plus chaleureux, et c'est plus agréable. Le thé n'est pas forcément toujours plus bon, mais au moins c'est plus agréable. Et puis après, vous le faites chez vous. Alors là, c'est un sachet de thé avec une bouilloire automatique permanente, très agréable, très pratique, mais pas très agréable en termes de richesse d'interaction. Et si on change, par exemple, au lieu de la bouilloire automatique, on a une bouilloire, et ben, il y a le temps. Alors, pour certains, c'est pénible d'attendre, mais pour d'autres, qui s'intéressent au rituel, ben, ce temps a valeur, c'est l'eau qui bout, c'est l'eau qui se prépare. Et en fait, on voit dans beaucoup de rituels installés que ça a une valeur affective forte. Et puis là, c'est toujours le sachet de thé. Après, on peut aller plus vers prendre du thé dans un pot, et là, on a le choix. On crée le choix parce qu'on peut mettre plus ou moins de thé. On sent toujours, on verrait toujours les gens qui adorent le thé, ils ouvrent la boîte, ils sentent avant de se servir. Il y a tout cet engagement-là qui change, et on travaillait vraiment sur ces idées-là. Et là, c'est servir le thé pour quelqu'un d'autre qui a encore une autre valeur émotionnelle, parce que vous le faites pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas vous, moi quand j'étais étudiant, il y avait une grande différence entre ce que je mangeais le soir quand j'étais tout seul et quand je mangeais le soir quand j'avais des amis. Parce que je faisais attention, quand j'accueillais des gens, et je faisais attention, alors que quand c'était pour moi, c'est un plat de ravioli, ça me suffisait largement. C'est vraiment cette idée d'engagement, ce qui nous intéressait ici, d'engagement, et les différentes variables finalement qui nous permettent d'engager. Et en fait, ce qui m'a un peu plus tard impressionné, on va dire, c'est que l'étape extrême de tout ce processus, c'est la cérémonie du thé japonaise. La cérémonie du thé japonaise, alors là je vous montre, c'est une vidéo qu'on a faite récemment. C'est un peu noir parce qu'en fait c'est une cérémonie du soie, quelque chose qui est très rare. Et il y a un maître donc, qui a appris, il y a les gens les invités qui apprennent aussi, hein, on apprend à recevoir le thé. Il y a un espace complet qui est complètement codifié, même le jardin qui nous permet d'accéder à la salle de thé est codifié. Il y a une façon de passer dans le jardin, il y a des endroits où on s'arrête, il y a des temps d'attente, il y a des temps etc. La façon dont le thé est servi, les sujets on peut parler tout sauf de politique. Il y a des codes comme ça qui ont une importance finalement dans l'ensemble. Et par exemple, alors là on ne la voit pas, il y a une petite cuillère qui permet de prendre le thé, qui est 3 fois plus grande que le conteneur de thé, et qui en fait, comme ça quand elles sont placées à côté, esthétiquement c'est bien, et qui en fait sont la cuillère est la moitié de la distance qu'il y a normalement entre les genoux et la bordure du tatami, ce qui fait que là où l'objet est disposé normalement, la taille de l'objet, la fonctionnalité de l'objet est en relation avec l'esthétique dans l'espace. Donc il y a toute cette complexité finalement de la taille, et même le matériau finalement de l'objet a des impacts, des conséquences ou des relations avec la façon dont l'espace est lui-même dimensionné, structuré, etc. etc.
Donc voilà, et alors j'ai fait des travaux dernièrement avec un de mes étudiants. J'ai eu la chance d'avoir un étudiant japonais qui avait un peu appris la cérémonie du thé et d'avoir un maître à disposition pour faire des expériences. Et en fait, il a fait deux choses. Il a utilisé donc une Kinect c'était la cérémonie du soir. On travaillait là-dessus et donc en fait, il a fait des lumières qui normalement ça se fait à la bougie et puis la bougie circule avec le bol de thé. Et là, en fait, on a utilisé une Kinect qui contrôle les lumières. Et tout l'exercice, c'était que la lumière fasse le geste, fasse le mouvement qui est attendu au moment où c'est attendu. Et donc c'est la Kinect qui lie en fait l'espace et qui connaît la séquence des actions le programme connaît la séquence de la cérémonie et donc est capable de savoir qu'est-ce qui se passe à quel moment et contrôle les lumières. Et l'exercice très difficile, c'est que la lumière bouge de façon parfaite. Il ne faut pas que ça aille trop vite, il ne faut pas que ce soit trop lent, il faut que ce soit au bon moment, il faut que l'ouverture de la lumière ne soit pas trop importante parce que justement sinon on perd de la valeur, etc. etc. Et l'étudiant, en fait, c'était son projet de fin d'études de master, on l'a fait dans la salle, dans une pièce de thé. Et la lumière a marché 10 minutes sur la demi-heure où ça devait fonctionner, même pas 10 minutes, pardon, 30 secondes, rien par rapport à le truc, mais les 30 secondes étaient tellement parfaits que l'autre examinateur, on était deux examinateurs, que l'autre examinateur, il était bluffé sur ces 10 secondes et c'était tout, et c'était suffisant, quoi. C'était là. Il avait eu cette expérience et donc il avait gagné. Donc voilà. Et le deuxième projet sur lequel on a travaillé, c'est de recréer les objets de la cérémonie du thé. Alors, on ne les a pas tous fait malheureusement, mais à partir d'imprimantes 3D. Avec l'idée que l'imprimante 3D, c'est le New Craft Tool of Design. C'est les nouveaux objets où on va pouvoir explorer la matière, etc. Et donc il a fait le Chachaku, qui est cet objet-là, qui est justement l'objet dont je parlais, qui permet de prendre le thé dans la... Et il en a fait plusieurs, il y a eu une exploration matérielle, etc. Et on travaillait sur Vous savez, dans la culture japonaise, il y a cette idée de la beauté de l'imperfection, la beauté de l'impermanence. Et donc c'était vraiment de trouver comment on peut utiliser ces machines pour créer de l'imperfection qui soit belle, qui soit esthétiquement belle. Et l'idée, c'est qu'on va pousser la machine 3D jusque là où la machine 3D va faire des erreurs. C'est-à-dire qu'on ne programme pas les erreurs, on pousse la machine à aller plus loin que ce qu'elle peut, et c'est la machine qui va créer des erreurs. Alors je ne sais pas ce que c'est que cette vidéo, si c'est une vidéo d'ailleurs. Oui. Voilà, ouais, bon, on fait les objets et puis après on interviewe en fait le maître du thé et on essaie de comprendre où est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il apprécie et sur un système itératif, on arrive à... Ça c'est un exemple en fait, j'aime beaucoup, donc ça va être... En fait c'est un peu étroit mais c'est ce qui va permettre de supporter le couvercle de la bouilloire. On voit pas très bien en fait, mais ce qu'on a fait c'est un système paramétrique. Donc on définit une formule qui est le parcours de la tête de l'imprimante 3D. Donc c'est pas un dessin normal, c'est juste un système paramétrique. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a accéléré, on a demandé à l'imprimante 3D d'aller plus vite, de plus en plus vite. Et vous voyez à la fin, ça ne suit pas du tout. Et en fait, donc on a amené une pièce parfaite, une pièce un peu moins belle, et on a reçu ce qu'on attendait, c'est que la pièce parfaite était de loin, n'était pas la préférée. Et là, il était allé à Rome, en fait, donc il avait une vingtaine de maîtres du thé avec lui, et donc il a pu demander à pas mal de personnes, et c'était toujours la première imparfaite ou la deuxième imparfaite qui était le choix des gens, parce que justement, il y avait quelque chose, il y avait un petit défaut, un petit machin qui faisait que ça parlait. Il y avait une certaine beauté qui était compatible avec l'esthétique de la cérémonie du thé. Et voilà, et après il en a fait ça. Alors là on a Shapeways, je ne sais pas si c'est une entreprise qui aide en fait à imprimer 3D, parce que là il a utilisé de la clay, la terre, voilà, l'argile, merci, et c'est imprimé 3D avec de l'argile en fait. Donc voilà, donc c'était vraiment cette idée d'imperfection qu'on essayait de retrouver
avec ces nouveaux outils et avec cette idée que l'imperfection, parce elle ravit l'interaction, elle ravit la relation qu'on a à l'objet. Et je voulais dire quelque chose. Et en fait, donc toute cette cérémonie du thé, surtout la complexité finalement, à la fois la complexité temporelle, parce que c'est que des événements, puis la complexité de la relation entre l'espace, les personnes, les relations entre les personnes, les objets, la relation entre les objets, la relation entre les personnes et les objets, etc., me font dire, c'est ce que je défends maintenant, que dans le design d'interaction tel que je l'ai présenté jusqu'à présent, qui est une vue très occidentale finalement de l'interaction, il manque quelque chose. Il y a une beauté là, qui n'est pas saisissable par la réflexion menée aujourd'hui en HCI, Human Computer Interaction, et que je suppose, c'est mon projet, que si on comprend mieux la culture et la philosophie japonaise, qu'on a de ce regard-là, on regarde à nouveau le design d'interaction, et on crée un nouveau regard, une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon d'évaluer, une nouvelle façon de produire qui peut être enrichissante pour le domaine du design d'interaction. Voilà, voilà. Et puis là, c'était la salle, et puis en fait, voilà, toute la machinerie est planquée derrière. Donc voilà, c'est vraiment l'idée du Kansei Design, tel que moi je le défends. C'est l'idée que on peut amener un nouveau regard, qui est un regard en l'occurrence plutôt japonais, sur le design d'interaction, mais qui doit participer à la communauté mondiale du design d'interaction. C'est pas l'idée de faire un design japonais d'interaction, c'est l'idée on peut ici, là-bas, là, dans la culture et la philosophie japonaise, trouver des éléments qui nous amènent à élargir, à enrichir notre réflexion autour du design d'interaction. Est-ce qu'il y a des questions avant que je revienne à l'Occident? Non. Alors là, je vais avoir plus de films. Maintenant, ça va être un peu plus léger. Je vais en fait vous montrer comment nous on adresse avec nos étudiants, ou parfois dans les projets de recherche, mais c'est souvent avec des étudiants, les différentes problématiques que soulève finalement le design d'interaction tel qu'on l'envisage au niveau de la recherche dans notre département. Alors j'avais parlé de cette idée d'engagement, de cette relation, de ces compétences sensorimotrices qu'on a avec le monde, et un des projets qu'on a bien aimé, que j'ai beaucoup aimé en tout cas, c'est Moustique. Alors Moustique, c'est un bâton qui fait de la musique, donc c'est un music stick. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc le bâton, j'avais enlevé le son, le bâton fait de la musique que quand on le bouge, puis quand on arrête, il arrête de faire de la musique. Et ce qui est intéressant de voir, c'est comment différentes personnes s'engagent, s'expriment corporellement différemment avec ce même objet qui est très simple en fait. Enfin, tous nos étudiants, ils apprennent l'électronique. Donc ça, c'est un projet qu'un deuxième année de licence, je dirais, devrait savoir faire, de nos jours, devrait savoir faire en 15 jours à peu près. Parce qu'il y a un accéléromètre, et puis un petit Arduino planqué quelque part, et puis un algorithme qui dit quand il y a du mouvement, tu mets de la musique, quand il n'y en a plus, tu arrêtes la musique. À l'époque, c'était moins évolué, donc là c'est des étudiants au master, mais voilà. On a l'avantage, nos étudiants apprennent beaucoup d'électronique et le design en même temps, et donc tous les projets que je vous montre là, c'est des trucs qui fonctionnent, c'est des trucs qui vraiment demandent. Et alors le deuxième qui est, je le montre parce que je suis persuadé, je veux crier sur tous les toits qu'il faut oser faire des trucs un peu bizarres de temps en temps, parce que ça amène à réfléchir sur comment ça pourrait être différent et comment même ce qu'on fait et qui a pour but d'aller sur le marché, donc les produits fonctionnent. Là, c'est un lecteur MP3 en fait. Mais l'interaction, vous ne le vendez pas à la Fnac, je crois qu'ils n'achèteront pas. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez la vidéo et vous comprenez comment ça marche. C'est immédiat. Le truc est clair.
Voilà. Ça amène vraiment à avoir une discussion, en fait, parce que c'est ça, hein, c'est de la provocation pour une discussion vers quels sont les autres moyens d'interaction que l'on peut avoir avec le monde. C'est pas acceptable au niveau si vous faites un business plan là-dessus, ça marchera pas, mais c'est une possibilité. Et si on la fait pas, cette possibilité, à ce moment-là, nos connaissances, que j'appelais réflexion en action, réflexion sur l'action, ne sont jamais mises en jeu. Et il faut les mettre en jeu pour vraiment comprendre, finalement, en tant que designer, qu'est-ce qu'on fait. Et donc, on invite les étudiants à travailler là-dessus. Alors aussi, alors on ne le fait plus trop dernièrement, ce qui est un peu dommage. On amène nos étudiants un peu à réfléchir sur les perspectives qu'ils prennent dans le design. Et on avait fait un workshop il y a quelques années maintenant, où on a enseigné aux étudiants différentes philosophies. Alors il y en a qui ont appris la phénoménologie, il y en a qui ont appris Nietzsche, il y en a qui ont appris, il y avait Descartes, enfin différentes approches finalement, c'est pas vraiment une philosophie, mais différentes approches. Et on leur en apprend un peu. Assez pour qu'ils aillent voir et qu'ils trouvent sur internet des choses qui leur permettent de faire du design. C'est l'objectif, c'est pas de comprendre la philosophie pour comprendre cette philosophie, c'est de trouver des indices qui proposent une vision originale sur ce que peut être le monde si on le prenait de cette perspective-là. Et on leur a demandé à la fin de faire un distributeur automatique, et celle-là c'est le distributeur nietzschéen. Pardon ? Et donc, voilà, ce prof, parce que nos étudiants nous utilisent toujours comme cobayes. En fait, il y a un micro, dans le truc qui est tout en haut, il y a un micro, et le micro est capable d'ouvrir la petite portière où il y a la barre chocolatée. Donc il faut crier très très fort pour obtenir sa barre chocolatée. Voilà, il faut défendre ses valeurs et être fort par rapport aux valeurs pour lesquelles on croit. Et là, sa valeur, c'est « je veux du chocolat ». Voilà. Et la barre chocolatée lui tombe directement dessus. De plusieurs mètres de haut, ça... Voilà, donc c'est aussi, là encore, hein, c'est un peu la même idée, hein, c'est d'amener les étudiants chez nous, mais aussi nous en tant que chercheurs, qu'est-ce que ça veut, avec quoi on joue finalement. Si on parle de phénoménologie, de philosophie japonaise, de Nietzsche, de Bergson, etc., pour le design, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça peut nous amener à faire ou à réfléchir? Et dans cette relation, vous voyez là, il y a une relation très très forte finalement entre la machine et la personne. Et ça m'a toujours étonné si vous regardez les distributeurs automatiques habituels, en fait vous avez donc les bonbons, les boissons, les trucs. Puis déjà vous interagissez pas du tout avec la boisson, c'est cette boisson que je veux, mais il faut quand même aller autre part, sur le côté, et puis pianoter quelque chose, le pouvoir du bout du doigt. La puissance du bout du doigt, vous mettez une pièce et puis vous parlez à cette machine alors que c'est ça que vous voulez. Hein. Et puis quand vous avez entré le bon code, la barre chocolatée ou la canette, etc., s'avance et puis pouf, elle tombe en bas. Et puis vous vous penchez, vous mettez là. D'accord ? Complètement. Si vous imaginez, si moi j'étais la machine automatique, j'aurais la canette là, vous me donnez quelque chose, puis je la fais tomber. C'est ce que je fais avec mes étudiants. Je la fais tomber à mes pieds, et puis après, il y a des étudiants qui n'acceptent pas d'aller ramasser le truc. Ils ratent mon cours, non. Et puis, il y a ceux qui, voilà, il y a 40 personnes qui les regardent, et puis il y a le prof qui a dit, ramasse. Et puis ramasse. Et eux aussi ratent mon cours. Non, mais ça montre vraiment finalement quelle relation on accepte d'avoir avec la technologie, et qu'est-ce que ça engage. Donc ce qu'on a fait... Quand tu dis ça, est-ce que tu analyses après coup, c'est-à-dire la machine nous fait faire ça et du coup il y a un acte de substitution, il y a une intentionnalité dans la fabrication de la machine?
Non, c'est un peu compliqué. Hein. Dans l'interaction, c'est la machine qui nous impose ça, parce que la machine ne peut pas faire autrement, parce qu'elle a été conçue comme ça. Donc on peut se dire, bon, bah, y a un problème d'éthique dans la conception de la machine. Parce que la machine à ce corps-là, enfin, elle peut pas faire autrement. Mais pardon ? C'est collatéral. Voilà. Mais ça quand même, ça engage la relation qu'on a avec la technologie et la façon dont les concepteurs, qu'ils soient designers, ingénieurs, etc., pensent la mise dans le monde de cette technologie. Pardon ? Ah, il y a une raison, bien sûr. Il y a une évolution, puis il y a une raison qui est évidente d'organisation interne de la boîte, du distributeur, qui probablement fait que c'est plus facile, c'est moins cher, etc., d'avoir ces solutions-là. Mais la question, et ça c'est vraiment la réflexion je pense qu'on doit avoir, mais qu'on a, et c'est pour moi le fondement de ce qu'on appelle la troisième vague du HCI, de Human Computer Interaction, c'est l'idée que la raison là, elle est claire, c'est des raisons d'efficacité structurelle, mais est-ce que c'est ce qui compte le plus finalement dans cette interaction? C'est discutable, hein, je suis pas... enfin si, j'ai un avis, bien sûr, visible, mais je ne dis pas que les autres ont forcément tort, mais il y a une discussion à avoir. Est-ce que dans cette relation dans la cérémonie du thé, c'est un cas extrême, même la personne qui reçoit le thé a appris à recevoir le thé et doit le recevoir d'une façon correcte tant que possible. C'est pas si la personne ne sait pas et qu'elle est quand même là, c'est le rôle de l'hôte de le servir comme cela est possible. Mais il y a quand même une certaine notion que la personne qui reçoit le thé, l'invité, doit avoir acquis. Et cette relation de service, elle implique les deux personnes, elle engage finalement les deux personnes dans un respect mutuel. Et la façon dont, caricaturale peut-être, mais la façon dont ces distributeurs automatiques sont conçus, cet aspect n'est pas mis devant, n'est pas mis en avant, on va dire. Et c'est aussi intéressant de voir, par exemple, alors c'est plus le cas en France qu'aux Pays-Bas, malheureusement, mais il y a beaucoup de vandalisme sur les machines et la réaction qu'on a, c'est de les surprotéger. Alors même, à Compiègne, il y avait ce truc où il fallait mettre la main comme ça pour pouvoir mettre la pièce, simplement parce que comme ça faisait qu'on c'était impossible de taper sur la machine. Mais voilà, on a fait encore un pas en arrière en termes de qualité de nos relations entre la machine et la personne qui le sert, quoi. Oui, mais on pourrait, de la même manière que tu apprends à tes étudiants à remarquer le geste de soumission et du coup à travailler sur un nouveau modèle de machine, si on met une caisse en fer autour de la machine, c'est que la machine nous a fait violence. Enfin, si je vais taper la machine, c'est aussi parce qu'elle m'a... Tu vois, si je lui en veux à la machine, c'est que quelque part, j'ai compris qu'elle me faisait quelque chose. Tu vois, oui. Moi, je ne la tape pas. Enfin, oui. Je la frappe. Donc, il y a aussi une compréhension de celui qui a frappé la machine. Et dire cette machine est en train de m'imposer quelque chose qui me plaît pas. Et comme je ne peux pas lui répondre verbalement, je lui réponds physiquement. Je trouve qu'il y a aussi... Tout à fait, oui. Mais encore une fois, on est encore complètement dans cette interaction. Parce que c'est aussi qu'est-ce que la machine projette sur la personne, communique à la personne dans cette relation, quoi. Il y a une mauvaise réponse pour moi du côté du producteur de machine qui la met dans une caisse. Et non pas, moi je suis d'accord. Il y a une mauvaise réponse là, mais ils ont un point de vue, il y a une rationalité derrière qui fait que c'est quand même quelque chose qui se défend. C'est que la machine, on ne va pas la changer tous les mois. C'est pas tenable, économiquement c'est pas tenable, et donc on va la protéger parce que c'est le seul, on a accès à ça, et qu'eux ils n'ont pas accès à l'éducation des gens. Donc eux ils ont accès à ce qu'ils peuvent faire autour de la machine, et donc ils protègent la machine. C'est mon bébé et je le protège. Il faut qu'on ait envie de servir aussi. Voilà, mais c'est tout le jeu. C'est tout le jeu, voilà. Et chez nous, l'idée, ce qu'on essaie un peu de défendre, c'est l'idée que peut-être si la machine était plus serviable, on serait plus
serviable aussi. Mais bon. Et donc voilà, on arrive à des projets comme ça. Voilà. Donc il y a déjà cette idée d'invitation des canettes qui suivent. Viens voir ici. Hein. J'ai quelque chose à te vendre. Ouais, on voit encore beaucoup de limitations technologiques. Ça, c'est quelque chose qui a 10 ans, pas loin. Hein. Et où les capteurs en fait sont là, et donc ça impose encore une certaine gestuelle pour être vu par la machine. Là, c'est le prix en fait qui est indiqué sur le petit label blanc qui est devant sous la canette. Et donc l'idée ici, c'est que voilà, elle va s'ouvrir de façon aussi élégante que possible à la hauteur de la personne, là où la personne va pouvoir se servir. Voilà. Et donc ça, pour cet étudiant-là, en fait, c'était un projet de master. Il y a toute cette logique et cette réalisation en tant que designer. Et puis, bon, pour ce qu'il a fait après, pour ce que nous aussi on en a fait, il y a toute cette discussion qui a été juste là relancée encore, qui est de qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la relation qu'on peut avoir. Et sur cette relation, on a un projet, alors c'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant un an, là, au niveau de l'automobile, en fait, au niveau des voitures autonomes, qui vont bientôt nous arriver, qui sont pour l'instant, dans une façon très très simpliste de les concevoir, une boîte qui bouge toute seule. Et puis nous on rentre dans la boîte, puis on espère qu'elle nous amènera à destination et qu'on ne mourra pas en chemin. Donc il y a un problème de trust, de confiance par rapport à ces objets. Et donc j'ai un collègue qui lui travaille justement sur cette idée de trust, mais avec la machine en entier. Et moi c'est sur quoi j'ai travaillé, c'était l'idée de comprendre comment le cockpit, le dashboard comme on dit, le dashboard pouvait évoluer, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui disparaissent, et puis on peut peut-être voir qu'est-ce qui pourrait apparaître pour finalement avoir une meilleure relation entre cette voiture autonome et les personnes qui sont dedans. Et donc c'est un projet qui a été développé par un bachelor, là en l'occurrence, un licence, et qui a gagné il y a 2 semaines maintenant le prix du meilleur produit de l'année étudiant chez Core 77, qui est une de ces grandes associations américaines de design. Donc on est fiers. Donc je le dis, parce qu'on est fiers. Et donc voilà, l'idée c'est que la voiture en fait peut exprimer son intention. Je vais tourner à droite, je vais accélérer, je vais m'arrêter, je machin. Et puis avec ce truc au-dessus, là, cette poignée qui est au-dessus, on peut discuter avec la voiture et lui dire ah bah tiens, tourne à droite cette fois-ci, ou non, j'ai pas envie que tu tournes à droite, va, continue tout droit, ou roule un peu plus vite, roule un peu moins vite, etc. Et donc il a développé ça. Il y a une nouvelle, ça c'était le semestre dernier, cette année il a repris ça pour perfectionner un peu le mécanisme et la résolution finalement de l'interaction. Et puis il s'est fait embaucher par Renault-Nissan en Californie là. Et donc on n'a plus le droit de savoir ce sur quoi il travaille. Ils nous ont tout piqué encore une fois. Non mais c'est un super travail, et c'est bien que nos étudiants se fassent embaucher après. Il y a une fierté aussi que des grosses entreprises comme ça se saisissent de ces projets et les amènent plus loin industriellement. Voilà. Et donc voilà, vraiment, moi c'est un sujet qui me passionne, c'est vraiment cette relation plus élaborée, plus fine, plus humaine, c'est pas le bon terme ici, mais plus meilleure entre la personne et l'objet. Voilà. Et ce sur quoi maintenant je vais travailler plus en fait à partir de maintenant à Eindhoven, c'est on va chercher l'argent où il est, c'est tout ce qui est vitalité, health, aspect médical, et en fait on a tout un groupe
On a créé tout un groupe autour de tout ce qui est motivation pour le mouvement, soit motivation sportive, soit créer des espaces de travail plus actifs. Donc il y a une étude en Australie qui a été faite avec des centaines de milliers de personnes où ils se sont rendus compte que quelle que soit l'activité sportive que vous avez, si vous vous asseyez 11 heures par jour ou plus, quelle que soit l'activité sportive que vous avez autre, vos chances, alors c'est des termes cliniques, hein, mais votre chance de mourir est la même. Donc ce qui veut dire que la détérioration de la santé est la même à partir du moment où vous vous asseyez plus que 11 heures, quelle que soit votre activité sportive en dehors de ces 11 heures. Et s'asseoir, ça veut dire c'est au travail, c'est dans la voiture, c'est devant la télévision, etc. etc. Réfléchissez à vous-même, est-ce que vous vous asseyez plus de... Moi je sais que je m'assois plus de 11 heures par jour. Et voilà, et donc on cherche un peu à se dire bon, bah, comment on peut réduire ça, comment on peut créer des espaces, ou motiver les gens finalement à se dire bon bah là, ça fait 2 heures que je suis sur cette chaise, il est temps que je travaille debout, parce qu'on peut avoir des tables que j'aille courir un peu, que j'aille marcher un peu, que j'aille... on est chez Hollandais, hein, que j'aille boire une bière debout quelque part. Enfin bon, qu'il se passe quelque chose d'autre. Et le groupe avec lequel on travaille aussi avec une université qui est juste à une université de technologie, non, Applied University, je ne sais pas comment on a. C'est l'équivalent du BTS, je pense, en fait, en France, qui eux sont sur le sport. Et l'entraînement sportif, la psychologie sportive, etc. etc. Et en fait, on s'est allié aussi avec un data center, donc ils ont à Tilburg, ils ont un super ordinateur qui permet de faire des calculs monstrueux et avec une bande passante pour Internet absolument incroyable. Et donc on travaille avec du big data, etc. Et l'objectif finalement, c'est de trouver différents moyens d'acquisition de données du comportement des gens et d'en tirer certaines conclusions qui nous permettent de créer des objets qu'on renvoie dans le terrain et que les gens utilisent, et on regarde les évolutions de changement de comportement par rapport à ça. Alors on travaille aussi avec une application de course, et donc on arrive à se dire, on prend un parc et puis dans ce parc là on connaît le parcours de 500 personnes. Parce qu'on a ces données via de l'appli, parce que ces personnes utilisent cette application, et puis on sait quand, comment, etc., etc. Et donc on peut travailler soit sur l'application pour améliorer ça, soit sur le parc lui-même, pour changer la structure du parc, ou changer les horaires du parc, ou changer quoi que ce soit dans le parc, pour voir finalement comment ça influence la popularité, le comportement, etc. des gens. Et là, c'est un projet qu'on a fait en fait, enfin, j'en fais pas partie, qu'ils ont fait le semestre dernier, et l'idée simple, c'est que le système vous perçoit, vous voit arriver, et finalement avec ce jeu de lumière vous invite à courir un tout petit peu plus vite. Ou, ça c'est l'idée qu'ils veulent développer maintenant, que si le système peut savoir quelle est votre fréquence cardiaque et que votre fréquence cardiaque est trop élevée, peut-être vous inviter à faire un peu attention. Et peut-être à courir un peu moins vite. Enfin, donc d'avoir une adaptabilité par rapport au type de coureur. Et voilà. Et ça marche de nuit sous la pluie. C'est le message. Ce qui est très important en Hollande, que ça marche sous la pluie. Donc c'est vraiment ici l'idée d'utiliser des mécanismes relativement simples, la lumière. Bon, il a fallu un système d'étanchéité, il y a une structure très importante d'étanchéité, etc. Mais le message est très simple. C'est ce mouvement de lumière, et d'utiliser les données accessibles sur le terrain direct pour finalement à la fois programmer le système et puis pouvoir lire ce qui se passe pour pouvoir faire des itérations et améliorer progressivement ce système et avoir des variantes, etc., etc. Donc il y a ce jeu entre données et design qui est ici très important. Je vous fatigue. Je vais passer ça en fait, c'est pas très... Il y a une dernière chose, c'est la dernière vidéo, après je finis avec ça. S'il y a le temps, je fais 3 minutes à peu près. C'est tout en anglais, je suis désolé, Fabien avait dit que ce serait tout en français, mais je n'ai pas eu le temps de faire les sous-titres. J'espère que ça va marcher, et qui est en fait cette idée d'irrésistibilité. Et
la vidéo l'explique, donc je ne vais pas vous l'expliquer, mais j'essaie de présenter l'irrésistibilité comme comme quelque chose qui est à côté de l'usabilité, qui serait là un terme et une notion qui nous permettrait d'évaluer finalement la qualité de cette interaction qu'on a. Donc c'est ce qu'on essaie un peu de développer maintenant. L'utilisabilité. Resonance, the ability of small, repeated stimulus to produce vibration of great amplitude. We know it from physics, but it also exists in design. Resonant interaction is the perfect interplay between a product and a person, which evokes strong positive emotions. Resonant interaction occurs because of the fit between the product and the person, because they share the same values, skills, sense of aesthetics, and so on. Because this fit is necessary to achieve resonance, the products that each of us resonate with can be very different depending on who we are as individuals. I resonate with my MacBook. I think it's a fantastic product, but there's one interaction in particular that makes me resonate with it. When I close the lid, I'm struck by a feeling of happiness. It brings a smile to my face. Because I get the sense that someone cared for this product. Jonathan Ive, Apple's chief designer, even said it himself. The object testifies to the people who made it. I think his DNA, and Apple's DNA, is so visceral in that product. These things, and that sound, matter to me. Perhaps because I'm a designer, and I appreciate delicate design details, such as the fact that someone bothered to design something as supposedly not important as the sound the lid of a laptop makes as it closes. To put it into the context of resonant interaction, it's not the sound alone that creates the resonance. Because if the product sounded great and didn't work, I would never resonate with it. It's because the object's functionality, its aesthetics, its meaning, harmonizes with my values, my style, my beliefs, that particular sound sums up all these parts and allow me to resonate with it. But while most of us probably have some kind of product that we resonate with, I think many of us wish we could resonate with more of the products around us, especially the electronic ones. Screens, buttons, dials have become pervasive ways for us to interact with our electronic products. But the downside is that their nature and the way they are designed is incredibly boring. It doesn't take advantage of the unique sensibility and expressivity that our bodies are capable of. If we want people to resonate with electronic products, they shouldn't just be usable, they should be irresistible. Ça continue un peu plus longtemps, mais après ça rentre dans les détails. Je pense que c'est ça le message ici principal. C'est vraiment ce qui est intéressant, hein, cette notion d'irrésistibilité. Il ne peut pas, dans ce qu'on a essayé, on ne peut vraiment pas se dégager de cette relation qu'il y a entre l'objet et la personne, au niveau, bien sûr, de ce qui est possible, mais aussi au niveau des valeurs qui sont communiquées dans les deux sens. Donc d'où là la difficulté, académiquement parlant, ou scientifiquement parlant, d'élaborer vraiment si ça peut le devenir un jour une dimension mesurable, quelque chose de mesurable, l'irrésistibilité. Mais je pense que c'est vraiment une direction très intéressante de trouver finalement un moyen d'apprécier, d'évaluer ou d'apprécier les objets qu'on produit, les objets en l'occurrence ici intelligents, dans leur dimension irrésistible, donc vraiment dans leur dimension qui font que cet objet compte pour moi et que cette interaction est belle. Je vous remercie.